Comilog. Nous produisons plus que du manganèse. Pour réduire les impacts environnementaux liés aux activités d'extraction du manganèse après exploitation, la Comilog, la compagnie minière de Logoué, procède à deux types de mécanismes. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons parler de la réhabilitation et la revégétation des écosystèmes affectés par les activités de la Comilog. Nous sommes ici au plateau Bangombe avec moi, Parker Zengi. Il est ingénieur environnement à Comilog. Quand on parle de réhabilitation, elle est soit active ou passive. Monsieur Zengi, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par réhabilitation active ou passive? Alors, le seul élément qui permet de distinguer la réhabilitation active de la réhabilitation passive, c'est l'année de démarrage de la réhabilitation. Tous les sites qui ont été jadis exploités avant 2010 et réhabilités actuellement correspondent à la réhabilitation passive. Tous les sites qui ont été exploités post-2010 plutôt, donc après 2010, correspondent à la réhabilitation active. Alors, mais qu'est-ce qu'on entend par réhabilitation d'un site? Alors, tout simplement, la réhabilitation d'un site, c'est le réaménagement de ce dernier afin de sécuriser ce site après exploitation, de maîtriser les différents impacts associés, inhérents à l'activité d'exploitation et dans un but ultime de le restaurer de manière écologique. C'est ce qu'on appelle réhabilitation. Alors, lorsque vous parlez de restauration écologique, vous pouvez rentrer un peu plus dans les explications. Qu'est-ce qu'on entend par restauration écologique? De manière écologique, à l'état initial, on avait de la végétation sur le site, on avait des espèces fauniques, je fais allusion aux animaux. Et donc, il faut trouver le moyen, soit par rapport humain, anthropique, de telle sorte qu'on puisse retrouver une végétalisation qui soit proche de ce qu'on avait avant l'exploitation et évidemment que les animaux reviennent sur le site. C'est ce qu'on appelle éventuellement de la restauration écologique. La réhabilitation a démarré en 2010, pour être précis en août 2010. Et ce qu'on fait de manière concrète dans le cadre de la réhabilitation de type 1, qu'elle soit active ou passive, on va donc remodeler les sols, donc tout ce qu'on avait jadis placé sous forme de monticules, donc tous les stériles qu'on avait positionnés au niveau des verses, ces derniers vont être regalés, étalés, pour qu'on se rapproche de ce qu'on avait avant l'exploitation. Et la deuxième étape, ce sera donc la revégétisation, qui est par contre pilotée par le service biodiversité, une autre activité du service de la direction de développement durable. Les premiers résultats qu'on a, effectivement, c'est de la reprise de la revégétalisation, avec certaines espèces végétales qu'on avait à l'époque. On fait allusion à certaines graminées, effectivement, ce qu'on peut voir actuellement sur le site. Et donc, on s'est rendu compte que de cette manière de procéder, on n'a pas une diversité, on n'a pas nécessairement une diversité, celle attendue, celle qui est proche de l'état initial. Donc, on a fait quelques tests, effectivement, qui ont été réalisés par le service biodiversité, qui visent à replanter des espèces végétales. Je fais allusion aux arbustes qu'on a dans les savanes de la région, et là ce n'est que dans une phase vraiment prototype, essai, et puis les perspectives nous diront pour la suite ce qu'on aura à faire sur les différents sites qui ont été déjà remodelés à date. Alors, sur le plan environnemental, quels sont les avantages? Premièrement, le but ultime, c'est la conformité à la réglementation. Donc, parce qu'on a obligation de réhabiliter nos sites après exploitation. Et donc je citais tantôt le code de l'environnement et le code minier, qui nous donnent des articles assez clairs sur la revégétisation. Ils ne disent pas comment faire, mais ils disent qu'on doit réhabiliter les sites. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'au niveau groupe, on a un engagement fort qui est décliné. Donc au niveau de groupe paramètres, on a un engagement qui est décliné. On peut bien le voir apparaître au niveau de la politique de responsabilité environnementale qui fait allusion effectivement aux différents éléments associés à la réhabilitation. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de sécuriser les sites, parce que des monticules, ils sont prêts à éboulement à tout moment. Bon, on ne sait pas prévoir à quel moment. Il faut donc régaler ces derniers. Et donc ça vise à réduire l'impact environnemental lié à l'activité affectée par les sites d'exploitation. Justement, après réhabilitation, est-ce que vous pouvez revenir faire l'activité d'extraction sur un site?
Alors, il faut comprendre que l'étape de réhabilitation, qu'elle soit active ou passive, ne se fait que sur des sites qui ont été pleinement extraits. Donc, au niveau desquels le sous-sol qui a du minerai de manganèse a été complètement extrait. À ce moment donné, on passe à la réhabilitation. Ce ne serait pas très bénéfique et très économique de pouvoir faire de la réhabilitation sur un site qui a encore un intérêt économique du point de vue de l'extraction de minerai de manganèse. Est-ce que la roche peut régénérer? Si oui, en combien de temps? On parle de plusieurs millions d'années de formation de roches et donc il n'est pas évident que, à notre échelle, nous humains, qu'on soit capable d'observer même à long terme, qu'on soit capable d'observer une reformation du minerai de manganèse. Alors les sites, une fois terminés, prêts, on va dire, sur le plan environnemental, la nature a repris vie. Est-ce que les populations peuvent s'installer? Est-ce qu'on peut faire d'autres activités comme l'agriculture par exemple? Alors, c'est une question plutôt intéressante et effectivement, tout va dépendre de l'intérêt que... Bon, je tiens à préciser qu'une fois qu'on a terminé d'extraire un site et qu'on l'a remodélé, on le remet à la disposition de l'administration. Donc, à l'administration en charge de l'environnement. Et c'est elle qui décide de ce qu'on voudrait faire, bien sûr, du site après. Ça peut être, ça peut être pour des loisirs, ça peut être pour l'agriculture, effectivement. Et c'est elle qui est souveraine et qui décidera de ce qu'on fera du site. Et toutes les possibilités sont Envisagées. envisagées. Bonjour Bélévia, Bonjour Marie-Pascale. comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Madame Zago, dites-nous, qu'est-ce que la revégétalisation et en quoi elle consiste? On entend par revégétalisation la restauration de la flore des végétaux sur un site. Elle peut se faire de manière naturelle ou de manière accompagnée, donc par l'homme. Pour certains, on parle de reboisement, de reverdissement. Alors dites-nous, comment vous faites pour remettre de la verdure sur un site? Reverdissement, cela dépend du site à revégétaliser. Dans un premier temps, il faut savoir ce qu'on doit planter. Dans notre cas, étant donné que nous réalisons des études de caractérisation, ce sont ces études qui nous dirigent, qui nous donnent les éléments, les espèces. L'étude de caractérisation nous décrit la flore dans son état initial. Et nous, après exploitation, remodelage, réhabilitation, si on veut reverdir, revégétaliser, on prend l'étude de caractérisation, on sélectionne les espèces qui existaient au préalable, on prend les semences, que ce soit des graines, des boutures ou des drageons, qu'on va élever en pépinière afin d'obtenir des plants qui vont être par la suite plantés sur le site. Justement, est-ce que c'est un travail qui est assez simple, de recueillir des graines ou des plants et de faire un bouturage et de remettre en terre? Est-ce que c'est assez simple? Tout travail n'est pas facile. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'étapes, beaucoup de rigueur, étant donné que les espèces savanicoles du plateau, au niveau de la littérature, nous n'avions pas des méthodes de multiplication. Il a été question pour nous, dans un premier temps, de pouvoir réaliser différents tests afin d'établir des protocoles pour pouvoir multiplier ces essences. Justement, en parlant d'essences, quelles sont les essences que vous avez déjà mises en terre et quelles sont leurs particularités puisque vous les avez étudiées? Nous sommes partis sur la base de 9 espèces arbustives natives du plateau, à l'exemple de Hyménocardia acida, qui est ici, qu'on appelle généralement en langue vernaculaire du Haut-Ogooué, Onganara. C'est un arbuste qui est très prisé pour son bois, car il est utilisé comme bois de chauffe. Il y a également, à l'exemple de celle qui est juste à côté de nous, Noclea latifolia, qui est prisée pour ses racines, pour ses vertus pharmaceutique. Alors là, on parle de la flore. Vous avez répertorié, étudié, on va dire, 9 essences. Et sur combien de sites vous avez déjà procédé à ce travail? Pour le moment, étant donné que nous étions en phase d'essai, nous n'avons pu revégétaliser que notre site pilote, qui est celui-ci, Bélis 4, sur le plateau Bangombe, qui à lui seul fait environ 3 hectares. Là, vous venez de parler de la flore de la région. Qu'en est-il de la faune? Est-ce que la faune progressivement s'installe une fois que la verdure a repris vie?
Une fois que la verdure prend ses assises sur le site, nous avons eu à constater que la faune revient de manière aisément. Nous avons la présence de chenilles, de serpents, de grenouilles, d'oiseaux et dans les cas, on rencontre des indices de présence tels que des empreintes de céphalophes, des crottes d'animaux qui nous indiquent bel et bien la présence et le retour de la faune. Un site qui a été remis dans son état initial, est-ce qu'il est possible de planter des arbres fruitiers et quelle est l'espérance de vie de production de ces arbres? Avant d'arriver au niveau de planting de tout ce qui est comestible, comme je disais au préalable qu'il est judicieux de toujours faire des études de caractérisation, il serait judicieux pour nous de réaliser des études pour pouvoir connaître l'état pédo-agronomique de nos sols. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par état pédo-agronomique? L'état pédo-agronomique consistera à faire des analyses de sol qui nous démontrera le pouvoir agronomique de nos sols avant d'entamer le planting de tout ce qui est arbre fruitier. Alors, Madame Zago, quels sont les indicateurs qui montrent qu'un site tend à être un site dans son origine? Comme indicateur, nous avons des bioindicateurs qui peuvent être floristiques, à l'instar de tout ce qui est légumineuse, parce qu'on sait bien que les légumineuses sont des végétaux fixatrices d'azote. Donc, elles participent à la reconstitution du sol en fixant l'azote dans le sol et cet azote qui va permettre aux autres végétaux de se nourrir. Outre ça, nous avons aussi la faune, le retour des animaux. Nous avons tout ce qui est insectes, à l'instar des papillons, les abeilles, les criquets. Mais le fait de voir revenir des animaux plus robustes comme des céphalophes nous donne aussi un peu plus d'espoir. Alors, est-ce qu'un site peut être mis à disposition pour la population pour des activités comme l'agriculture? Les étapes: réhabilitation, remodelage, revégétalisation. Après la revégétalisation, on laisse la végétation prendre le dessus, tu vois. Et on revient peut-être après des années pour observer les bioindicateurs, que ce soit floristique ou faunique. Et une fois qu'on a observé ces bioindicateurs, on passe maintenant à la caractérisation, parce qu'on va pas se limiter aux bioindicateurs. On va aller sur les analyses pédo-agronomiques qui vont maintenant nous orienter si le sol est maintenant propice à accueillir d'autres plants. Alors, en dehors de 9 essences répertoriées, est-ce qu'il y a d'autres essences qui peuvent faire l'objet d'une expérimentation sur les sites? Il y a plusieurs essences qui peuvent faire l'objet. Les savanes arbustives des plateaux du Haut-Ogooué, en particulier celui du plateau Bangombé, regorgent d'une diversité d'essences. Nous sommes restés focus sur 9 d'abord pour pouvoir réaliser l'essai. Mais les études de caractérisation ont des nombres pas mal. On pourrait bien évidemment réaliser des essais sur d'autres essences. Pour réduire les impacts environnementaux liés aux activités d'extraction du manganèse après exploitation, la Comilog, la compagnie minière de l'Ogooué, procède à 2 types de mécanismes. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons parler de la réhabilitation et la régénération des écosystèmes affectés par les activités de la Comilog. Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.